À pile ou face par HN Service. Pile, Jérémy Combe est directeur de la communication chez HN Service depuis plus d'1 an. Face, il est expert en bonne manière et intervient notamment auprès des Miss lors de la préparation de l'élection Miss France. Alors Jérémy, prêt à décoller ? Alors je suis dans les starting blocks, presque mes bagages sont quasiment faits, effectivement je plaisante, mais cette année c'est une année importante parce que à cause de la pandémie, l'année dernière nous devions aller à la Guadeloupe et nous sommes restés à Versailles. Alors c'était très sympa, mais tant pour nous que pour les 30 candidates et postulantes au titre de Miss France, c'était un peu déceptif parce que le voyage fait partie du rêve Miss France. Donc beaucoup mise sur la Réunion et à cette période de l'année, novembre c'est quand même une période idéale parce que c'est entre novembre et décembre, janvier qui fait le meilleur. Tu fuis l'hiver pour aller vers le soleil quoi. Alors on va retrouver le soleil, je l'espère, après un été pluvieux sur la côte bretonne. Et donc tu leur apprends quoi pendant cette période, ce laps de temps, sur combien de temps ? Alors cette année on part 8 jours. Je prends les filles par groupe de 10, parce qu'elles sont 30, cette année elles sont 29. Et donc il y a une session d'1h30 où je leur explique entre guillemets les bonnes manières, mais essentiellement les codes à table. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces jeunes filles sont du jour au lendemain propulsées à leur retour de la Réunion, mais surtout après le Prime sur TF1, dans une nouvelle vie. Parce qu'il y a certes Miss France et ces 4 dauphines qui ont elles une année très nouvelle, très déterminante, mais toutes les autres participantes restent, quoi qu'il arrive, Miss France dans leur région. Ouais. Et elles étaient la veille du départ, où elles viennent à Paris, avant qu'on parte à la Réunion, elles étaient, je dis toujours la même chose, en train de prendre un kebab avec leurs amis. Et puis à leur retour, elles déjeunent et elles dînent avec le préfet, le président du centre culturel. Donc je leur apprends à savoir se tenir à table parce que ça les angoisse. Je leur apprends aussi à lancer des conversations, à savoir quitter une conversation lors d'un cocktail, savoir se débarrasser d'une main un peu baladeuse, d'un monsieur parfois un peu libidineux qui se croit tout permis parce que c'est la Miss France. La Miss n'est pas un objet, c'est une femme et on lui donne et on lui offre, grâce à Sylvie Tellier, les moyens de se faire respecter en plus d'être jolie et avenante. Tu parles de Sylvie Tellier. Tout le monde n'est pas le meilleur ami de Sylvie Tellier et t'en as la chance. Comment t'es arrivé à te faire connaître dans ce milieu ? Comment t'as eu cette opportunité ? Oula, alors c'est une vie un peu... ça fait longtemps parce que je suis un vieux monsieur. Mais j'ai toujours... D'abord, je suis né dans une famille où la télévision, la culture, le théâtre, les expositions faisaient partie de notre quotidien. J'ai eu un parrain qui est malheureusement décédé, mais que certains ont sans doute connu, qui était Jean-Claude Brialy, donc directeur de festival, de théâtre, comédien, metteur en scène. Donc j'ai quand même évolué dans un univers qui m'a familiarisé avec la télé. Et moi, mes parents me disent qu'avant même de savoir parler, je voulais être dans la télé. Alors est-ce que je voulais être Casimir ? Je ne sais pas. Mais, et puis après, il y a eu une opportunité. Je suis devenu chroniqueur des Pays de la Loire dans une émission de Christine Bravo qui s'appelait Douce France. D'accord. Et ça a été le début d'une aventure. Et c'est après cette aventure, justement, l'année après Douce France, je suis arrivé sur Match TV dans une émission qui s'appelait J'y étais, présentée par Frédéric Lopez. Et comme chroniqueur à côté de moi, ou comme chroniqueuse, il y avait Sylvie Tellier. Et c'est comme ça que nous sommes devenus très amis et qu'elle m'a embarqué là depuis 7 ans dans l'aventure Miss France et c'est vraiment chouette. Et aujourd'hui, j'ai remplacé, c'est vrai, je suis le référent en bonne manière, moi je préfère dire en code, en art de vivre. Ouais. Et celle qui faisait ça avant moi et qui était la plus connue, c'était Nadine de Rothschild. D'accord, ok. Et pour ça, est-ce que tu pourrais nous donner un conseil en bonne manière pour faire sensation à une soirée ? Moi j'ai 2 petits trucs, je trouve que c'est hyper rigolo quand vous invitez des copains à dîner, remplissez le verre d'eau avant qu'il n'arrive à table. Ok. Alors pourquoi ? Ouais. Parce que si quelqu'un a un médicament à prendre, il n'attirera pas l'attention en demandant qu'on lui serve de l'eau, ce qui l'obligerait éventuellement à expliquer ou qu'il a un petit virus, surtout on va lui dire il fallait mieux rester chez toi, ou alors qu'il a une maladie plus importante et on n'a pas forcément envie d'expliquer ça à tous. Après, il y a aussi la serviette de table se met dans l'assiette à l'heure du déjeuner et elle se met à gauche pour le dîner parce que traditionnellement, on servait du potage le soir et le potage est le seul plat que l'on sert avant que les invités ne passent à table. Donc du coup, on ne pouvait pas mettre la serviette
dans le potage. Et l'autre chose, dernier petit tip, c'est que quand vous apportez le dessert, admettons un gâteau que vous avez fait ou une tarte, vous allez donner le gâteau à la première personne et d'une façon systématique, elle va compter le nombre d'invités et découper le gâteau en autant de parts qu'il y a de personnes autour de la table. Eh bien non, on ne coupe jamais le gâteau pour les autres. Chacun se sert de sa part. Alors, soyez suffisamment intelligent et peut-être... Tout le monde en est. Exactement. Laissez des parts pour les derniers si jamais ils en veulent. Et vous, mesdemoiselles, parce que c'est souvent un truc de femme, c'est le seul plat qu'on a le droit de refuser. Parce qu'on a assez, c'était tellement bon, tellement copieux, tellement tout ce qu'on veut avant, qu'on a le droit de refuser le dessert. Ok, d'accord. Et alors, j'ai eu la chance de lire, mais peut-être pas nos auditeurs, tu as sorti un livre qui récapitule tous ces bons conseils. Tu peux nous en parler ? Oui, alors ça c'était une aventure assez incroyable parce que lors d'un dîner, j'ai rencontré une éditrice qui m'a dit « mais c'est génial, j'adore ce que tu fais ». Je me suis dit « parole du soir, on ne voit jamais le matin ». Et puis elle m'a rappelé 2 jours après, le 14 février, j'y vois un signe, on a pris un thé ensemble. Et 1 mois après, je rencontrais Michel Lafon, qui est un éditeur quand même en vue sur la place de Paris. Et c'était juste un rendez-vous pour qu'on fasse connaissance. Et on devait rester une demi-heure, on est resté 3 heures. Et à la fin du rendez-vous, j'avais signé mon livre. Donc l'écriture, pour moi, n'était pas une première, parce que j'ai écrit quand même dans la presse pas mal d'articles. Mais écrire un livre, un recueil comme celui-ci, ça pour le coup, c'était une nouvelle aventure. Ouais. Et donc ça s'appelle L'art de maîtriser les codes. Et comme ce livre a eu un petit succès, il est sorti 1 an après en livre de poche et ça s'appelle Oser les bonnes manières. Ah, le nom a changé. Le nom a changé parce que ça fait partie d'une série, d'une collection chez Michel Lafon. Et c'est vrai que ça a été pour moi, d'abord dans le regard des autres, c'est très étrange de devenir attention, je suis pas du tout écrivain parce que c'est pas un roman, c'est pas, je sais pas, fait des recherches de faits historiques. Ouais, c'est beaucoup de conseils aussi, comme tu viens de nous le exactement. dire. C'est beaucoup de conseils. Moi, je l'ai voulu très proche, entre guillemets, des gens. Donc, je l'ai écrit comme je parle. Je voulais pas que ce soit quelque chose comme ça, un peu d'ampoulé, dont on savait pas quoi faire. Et puis c'est surtout que c'était drôle pour moi d'aller sur les plateaux de télé comme invité et non plus comme chroniqueur. Ouais. C'est-à-dire que j'étais l'invité de ceux que je connais. T'as changé de casquette. Ouais, c'était très drôle. Et tout d'un coup, j'avais des cadeaux dans ma loge, alors que d'habitude, c'est moi qui en fais aux autres. Je blague, mais non, honnêtement, c'était très chouette. Et j'ai le projet d'écrire un 2e livre, là, un second, mais c'est balbutiant, mais c'est en devenir, on va dire. Ok, moi je me rappelle. C'est un peu un scoop. Un truc dans ton livre, c'est pas la bouche qui vient au verre, c'est le verre qui vient à la bouche. Ouais. Ça m'a marqué, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois un ami qui ne le fait pas, et bah direct je me dis mais c'est des choses qu'on devrait savoir en fait, entre guillemets, depuis toujours. Bien sûr. Et c'est bien d'avoir des personnes comme toi pour se le rappeler. C'est comme la fourchette. Qui se penche, là, qui laisse le coude collé à la table. Mais non, c'est ta fourchette qui vient à toi et pas toi qui va à ta fourchette. On a l'impression qu'on dîne avec des roseaux qui plient sous le vent. Non mais voilà, donc ça n'a pas d'autre prétention effectivement que de rappeler à ceux qui savent et aussi, je dis toujours, d'alléger le sac à dos de ceux qui ne savent pas. Oui, de sensibiliser. Exactement, parce qu'on est toujours plus à l'aise en société, à un rendez-vous professionnel, à un dîner, ou perso ou pro, quand on sait ce qu'il faut faire. Parce que quand on sait ce qu'il faut faire, on peut s'autoriser à ne pas le faire. C'est très beau ça. Vous avez 3 heures, réfléchissez, je ramasse les copies. Bon, franchement, quand on regarde ton parcours, on voit que tu es quelqu'un qui aime vivre à 1000, 2000, 3000 à l'heure. Tu as travaillé pour Bernadette Chirac, Webhelp, tu as été animateur radio, tu as publié un livre, on vient d'en parler. Et aujourd'hui, en parallèle de ton rôle chez HN Service, quand même directeur de la communication, tu continues d'avoir une de ces activités, et notamment un côté bonne manière. Comment tu arrives à tout cumuler ? C'est quoi ton secret ? Alors je sais pas si c'est un secret, je crois que c'est surtout ma personnalité, mais même parfois moi je me fais peur et je m'essouffle. C'est-à-dire qu'entre le lundi matin où je me lève et le vendredi soir où je me couche, parfois je me dis mais comment j'ai pu faire autant de choses ? Là j'ai un peu de chance parce que entre guillemets je voyage pas à cause de la crise sanitaire, mais ça va repartir. Comment je fais ? Je crois que je fais ce que j'aime, donc c'est vraiment pas un effort. Le métier que je fais, je crois que je le fais le mieux possible. Les bonnes manières, etc. Je maîtrise. Donc, c'est assez instinctif pour moi. Ouais. Donc, je pense aussi que c'est ma chance. Et puis, je crois que je suis fait comme ça. C'est vrai que je trouve que le monde ne va pas assez vite.
Donc c'est pour ça aussi que je fatigue énormément ceux qui m'entourent. C'est-à-dire que mes parents sont toujours très heureux de me voir arriver, mais je crois qu'ils sont aussi très heureux de me voir monter dans le train le dimanche soir. Parce que c'est vrai que j'ai toujours un rythme un peu dense et pourtant j'ai pas le sentiment de vouloir fuir quoi que ce soit. C'est que j'aime les gens, j'aime la vie, j'aime partager, donc voilà, je vis quoi. Bah t'as bien raison. Et parmi tout ça, tout ce que tu as vécu, quel est l'événement ou le job qui t'a le plus marqué? Alors les jobs, mis à part une ou deux expériences que j'ai moins appréciées, je les aime. Si je les accepte, c'est que je les aime. Donc voilà, moi ce qui me marque le plus, ce sont les rencontres humaines. Je dis toujours qu'une année te réserve entre 0 et 3 jolies rencontres. Donc l'année où il n'y en a pas, ben il n'y en a pas, mais en même temps on a assez d'amis, on n'est pas en quête de nouveaux amis, mais la vie quand même te réserve des super surprises. Moi j'ai été le collaborateur de Bernadette Chirac, vivre un déjeuner dans les jardins de l'Élysée avec Jacques Chirac et Bernadette Chirac, c'est quand même un moment incroyable. Monter les marches à Cannes quand tu les as jamais montées, c'est incroyable. Voilà, donc c'est plutôt des moments de vie comme ça, et j'essaie toujours de le faire le plus partagé possible, le plus possible, parce que moi je suis jamais tout m'émerveille encore. D'accord. C'est-à-dire que je suis pas du tout blasé. Donc on peut encore t'impressionner. Ah mais tous les jours je suis impressionné. Je suis impressionné par mes collaborateurs chez HN dont tu fais partie, parce que vous avez des qualités que je n'ai pas, des idées que je n'ai pas, et je me dis j'aurais voulu les avoir. Voilà, c'est-à-dire que moi ma vie elle est faite de choses qu'on voit qui sont dans la lumière et aussi de choses qui ne le sont pas. Mais pour moi j'ai pas deux vies, j'ai une vie faite de deux univers, on va dire un peu différents, mais c'est assez drôle parce que je suis le Parisien à la campagne et je suis le campagnard à Paris quoi. C'est un peu drôle, mais et c'est surtout que je crois quand même que pour réussir à faire plein de choses comme ça, il faut rester toujours le même. Et boire du vin. Et avec modération. Avec modération. Et avant de te dire au revoir, j'aimerais te demander une dernière chose. J'aimerais que tu donnes un message à nos auditeurs pour les motiver à sortir de leur zone de confort s'ils ont peur et surtout à suivre leur passion. Comme tu l'as dit aujourd'hui, ce qui fait que tu es bien et heureux dans ta vie, professionnelle principalement, c'est justement de pouvoir vivre de tes passions. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Moi, je pense que quand on a un rêve, ou tout au moins quand on trouve qu'on n'arrive pas à toucher l'horizon jamais, il faut se dire il faut essayer de faire que du quotidien une fête. En essayant de se dire, aujourd'hui c'est comme ça, mais demain ce sera mieux, puis après-demain ce sera vraiment chouette. Mais en revanche, il ne faut pas se disperser. C'est-à-dire que moi, Jean-Claude Brialy m'avait dit à l'époque, ton expertise, ce sont les bonnes manières. Tu vas voir qu'il y a des moments où tu trouveras que ça ne va pas assez vite, qu'il ne se passe rien pour toi, puis tu verras les autres à la télé faire des trucs. Mais ne change jamais. Et j'ai jamais changé. Et il faut toujours devenir l'expert du domaine dans lequel on a envie d'aller. D'accord. C'est-à-dire que moi, c'était les bonnes manières. J'ai refusé parfois des expériences télé ou radio qui étaient trop loin de ça, en me disant, mais pour ceux qui me regardent, je suis qui ? Je suis Monsieur Bonne Manière, entre guillemets, ou quelqu'un d'autre. Donc il faut toujours rester dans sa voie et aussi savoir s'entourer. Je pense que c'est avec les autres aussi qu'on avance. Moi, je crois qu'on n'avance jamais seul, on avance à plusieurs. Voilà, si je peux dire un petit mot sur comment aller dans sa quête de bonheur ou tendre vers sa vérité, c'est de toujours garder son chemin, mais de se dire que chaque jour vaut d'être vécu et de ne pas pleurer sur son sort. Eh ben c'est beau, terminé. Merci Jérémy. Alors n'oubliez pas, ce n'est pas parce que vous êtes bon dans un domaine que vous devez vous empêcher de l'être dans un autre. Alors n'ayez pas peur de changer les codes.